Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous amène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Pauillac, en plein cœur du Médoc, à environ 1 heure de Bordeaux. Je suis partie à la rencontre de Domingo Reyes, éleveur de vaches de race limousine. Ce qui m'a intéressée chez Domingo, c'est son parcours hors norme. Espagnol d'origine, il a fui le régime de Franco et est arrivé en France sans un sou. Il a travaillé dur pour se payer ses premières vaches et accomplir son rêve de toujours, devenir éleveur. Installé depuis bien longtemps dans le Médoc, il a également noué d'étroites relations professionnelles avec les grands châteaux bordelais, allant jusqu'à désormais côtoyer, excusez-moi du peu, le baron Éric de Rothschild. Vous le verrez, la persévérance et la joie de vivre de Domingo est un exemple pour bon nombre d'entre nous. Mais avant de commencer, si le podcast vous plaît et que vous avez un iPhone, n'oubliez pas de mettre une note 5 étoiles, ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour Domingo. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi à Pauillac. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es et où c'est qu'on est ? Alors, je m'appelle Domingo Reyes, je suis éleveur à Pauillac. Et là, on est sur un terrain, on est à côté du Château Latour, Château Lascaz. On est à côté d'un lot de bêtes, à peu près de 25 mères, avec 25 petits, un taureau. Et on a 4 lots comme ça, de mères et de petits, là, un peu répartis sur des terres qui nous appartiennent et des terres qui appartiennent au château. Oui, parce qu'effectivement, on est en plein cœur du Médoc. Donc là, on est entouré des grandes propriétés. On en reparlera de ce que ça fait d'être agriculteur au milieu de tout ça. Est-ce que pour toi, être éleveur, ça a été un déclic, une vocation ? Mais le déclic est arrivé tout petit, parce que moi, j'arrive d'Espagne et mes parents avaient quelques bêtes. Et je suis arrivé en France pour apprendre le français. Et j'avais toujours l'idée de monter un élevage qui n'est pas facile, qui n'a pas été facile. Mais bon, on est arrivé avec beaucoup de travail et aujourd'hui, on est éleveur à Pauillac. Et donc, j'ai beaucoup de prairies qui appartiennent au château et des terres qui nous appartiennent à nous. Voilà, le déclic s'est fait tout gamin. Même si je gardais les vaches à mon père et j'étais pas content parce que les copains jouaient à la pelote et au ballon et moi je gardais les vaches. Mais malgré ça, la fibre animale m'est restée et c'était mon rêve d'enfant que j'ai réussi. Ouais, je crois que tu as beaucoup travaillé pour. Mais avant d'en parler, est-ce que tu pourrais Tu viens d'Espagne, comment tu es arrivé en France ? Pourquoi tu es arrivé en France ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que j'ai vécu l'Espagne du franquisme. Et j'ai passé le certificat d'études à 11 ans et le curé du village, sachant que j'avais des cousins en Normandie qui sont nés ici, m'a dit il faut que tu ailles en France, apprendre le français puis tu reviens. Et comme l'Espagne n'était pas l'Espagne d'aujourd'hui, j'avais 12 ans et demi, j'ai dit j'ai demandé à mon cousin de rester. Ça n'a pas été chose facile pour faire les papiers et tout, il a réussi et je suis resté. Je suis resté en France, voilà, et parce que j'ai voulu rester. Ouais. Parce que en Espagne, tu n'avais pas d'avenir à ce moment-là ? On avait une petite propriété de mes parents, mais l'Espagne des années 60, c'était pas l'Espagne d'aujourd'hui, comme je viens de dire. Et quoi faire dans le village avec 20 ou 30 hectares de terre, c'était un peu la misère, c'était pas ça. Donc j'ai pas voulu rester, j'ai pas voulu revenir. Est-ce que je sais pas si j'ai bien fait ou mal fait, mais bon, je m'en plains pas toujours. Et comment t'es arrivé après ? Donc t'es resté en Normandie chez des cousins. Les papiers français, t'as galéré à les avoir, mais t'as pu les avoir. Et ensuite, comment t'es arrivé en Gironde, à Pauillac ? À Pauillac, si tu veux, j'ai travaillé un peu dans l'industrie. C'était la construction Je travaillais dans la construction des raffineries. J'étais chaudronnier en feuilles fines. Donc j'ai voyagé pas mal. Et je suis arrivé à Pauillac à la construction de l'usine Shell. J'ai connu mon épouse et puis petit à petit on s'est installé, tout en travaillant à côté, parce que pour s'installer, ça n'a pas toujours été évident, il faut beaucoup d'argent et donc en travaillant à côté, j'ai réussi à m'installer, à acheter quelques bêtes petit à petit, voilà. Comment tu as fait au début ? Parce que c'est parti de zéro. Pour de l'élevage, on sait que c'est difficile. Comment tu as fait pour avoir les premières et faire grandir l'exploitation ? Les premières, j'ai acheté avec l'argent que je gagnais. Parce que la banque, la première fois qu'on était à la banque, on a été allé à la banque m'a refusé, on n'avait rien. Donc
Ça n'a pas été facile, donc j'ai commencé à acheter 5 petites femelles, puis ainsi de suite, et puis je me suis installé petit à petit. Voilà, je me suis monté tout doucement. Et tu aurais pu faire le choix de continuer dans l'industrie? Ça te tenait vraiment à cœur de faire de l'élevage malgré toutes les difficultés que ça comportait? C'est un rêve. Quand tu as un rêve, une idée et une passion, je crois qu'il n'y a rien qui t'arrête. Moi, on a eu beaucoup de galères avec mon épouse. Quand tu n'as rien, c'est là où tu as tous tes problèmes. Donc, moi, j'étais battant et je voulais y arriver. Je voulais avoir un élevage à moi. Même avec des moments difficiles, j'ai toujours été de l'avant. Et autrement, si tu commences à créer un élevage et dès les premiers problèmes, tu t'arrêtes, c'est pas la peine de t'attaquer. Et aujourd'hui, tu peux nous dire combien de vaches tu as pour qu'on prenne la mesure de ce que tu as construit? Alors aujourd'hui, on doit avoir entre 350 bêtes en tout. On doit tourner entre 180 et 200 mères. On pourrait en avoir plus, puisqu'on a pas mal de surface. Mais le problème, c'est qu'après, il faut gérer tout ça. Il faut gérer l'hiver. L'hiver, il faut tout remonter. Nous, on a toutes les propriétés le long de l'estuaire de la Gironde. C'est des terrains magnifiques à la saison qu'on est. Mais l'hiver, il faut remonter tout le monde dans les bâtiments et sur une autre propriété. Donc après, on ne peut pas... Ça suffit. Moi, en nombre de bêtes, vaut mieux en avoir moins, le nombre qu'on a, et le gérer bien. Ouais, puis ça fait déjà un beau troupeau. Et pour gagner ta vie, du coup, ces vaches-là, tu les vends à des personnes qui ont besoin de vaches reproductrices ou c'est ça? Oui, alors, étant donné que je suis espagnol d'origine, bien sûr, et donc je travaille beaucoup avec l'Espagne. J'ai beaucoup de contacts sur l'Espagne. Je parle donc très bien l'espagnol, bien sûr, enfin, du moins je pense. Et donc, à partir de là, j'ai un débouché sur l'Espagne. Je vends mes bêtes à la reproduction en Espagne, des reproducteurs, et voilà, j'ai un débouché sur l'Espagne pour la reproduction, puis le reste des bêtes. Les broutards partent en Italie à l'exportation, Italie et Espagne aussi. Et après, j'ai les vaches à la réforme qui partent, à la réforme, ça veut dire que les bêtes s'en vont soit à quelqu'un qui finit d'engraisser, ou elles s'en vont à l'abattoir, malheureusement. Mais bon, c'est des bêtes qui ont fait leur carrière déjà. Ouais, je crois qu'elles restent 12 ans en moyenne chez toi. Voilà, les bêtes de 10 à 12 ans. Elles restent à la maison si c'est des bonnes mères. Après, il y a toute une sélection derrière. On sélectionne les génies, je les sélectionne 3 fois. Et puis les vaches, il peut y avoir une vache de 12 ans qui va reproduire encore un veau ou deux. Et une vache de 10 ans qu'il faut éliminer. Après, c'est la sélection. T'es quand même parti de zéro. Je crois que même ta première vache, tu l'as payée avec tes congés payés, non? C'est ce que tu me... Tout à fait. Les premières 5 génisses, étant donné que la banque m'a rien donné, je voulais faire un petit emprunt pour démarrer plus vite. Et avec mes congés payés, puis quelques petites économies qu'on faisait, j'ai acheté mes 5 premières petites génisses. Ça t'a mis en colère que la banque ne veuille pas te prêter? Très en colère, oui, parce que on a expliqué ce que je voulais faire, mais ils n'ont rien voulu comprendre. Vous savez rien, on vous prête rien. Mais, ça, c'est pas comme ça qu'on aide les gens à démarrer. Et en plus, j'ai été appuyé par quelqu'un qui est venu avec moi, et quelqu'un d'assez haut placé, mais ils n'ont rien voulu savoir. Donc après, on a démarré tous les deux, comme on a pu. Et c'est quoi, tu penses, qui t'a permis finalement de réussir, puisque je trouve que c'est un modèle de réussite? La passion et je sais pas, la ténacité, parce que moi, j'ai jamais baissé les bras. Même s'il y a des moments, comme je disais tout à l'heure, c'est pas évident, c'est un capital vivant, il faut être derrière. Vous arrivez un jour, comme là on est devant 25 vaches, 25 petits, c'est magnifique à voir. Mais des fois vous arrivez, vous trouvez un petit veau mort et tout ça, il faut avoir les nerfs solides pour pas arrêter. Bon, mais très bien. Et bien, merci Domingo sur ce parcours. Je te propose qu'on aille poursuivre à l'intérieur, notamment pour parler de ta relation avec les châteaux. Ok. Et puis on se retrouve là-bas. Bon, Domingo, nous voilà revenus chez toi. Justement, je crois que tu as entièrement retapé cette maison. Vous viviez dans une caravane en arrivant jusqu'à ce que ta fille ait 12 ans, je crois. Tu peux nous raconter un peu comment vous avez construit cette maison? Alors, l'histoire commence, étant donné que je travaillais dans l'industrie, on faisait des déplacements. Puis après, grâce aux limousines, on a acheté cette vieille bâtisse. Et on est voisins des grands châteaux autour. Et à l'époque, si vous voulez, les châteaux n'étaient pas qu'erreurs ni de vieilles bâtisses comme ça, ni de vignes. Donc, pour nous, c'était une opportunité. On a acheté ça en 1976. C'était une ruine, tout était abandonné, mais c'était une superbe opération pour nous. On l'a pas fait exprès, mais bon, ça a été très bien. Et donc, nous, on habitait, si vous voulez, étant donné que je faisais les déplacements, on habitait en caravane, on avait un genre de mobil-home qu'on a mis sur le terrain devant, et petit à petit, on a installé avec les moyens du bord, on a commencé à améliorer,
et arranger la maison par nos propres moyens. J'ai fait faire quelques travaux, comme les carreaux, les trucs comme ça que je savais pas faire. Mais on a mis des potes apparentes partout. Ça, je l'ai posé avec un ami, raboté, monté dans la journée. Et on a tout mis au goût du jour. Et on a un historique sur ce vieux bâtiment. C'était l'ancienne église de Saint-Mambert, qui a été démolie, je pense, à la Révolution. Et ils ont rebâti notre bâtisse avec les pierres de l'église. Et je pense qu'il y a l'emblème des compagnons de Saint-Jacques de Compostelle, c'était un relais. Et aujourd'hui, il y a une façade magnifique et tout un historique. En plus, tu avais quelques vignes autour, en plus des vaches. Et donc, ton château Saint-Mambert, tu faisais ton vin avec le nom de ton château, quoi. Voilà, on savait pas comment donner le nom. On a acheté les vignes en 1980. Pendant quelques années, on a porté le rang en coopérative parce que moi, j'étais responsable d'un domaine, on n'avait pas le temps. Après, on a fait un petit chai, c'était les anciennes écuries de la propriété, on a fait un petit chai, où était le chai, c'était le chai à vache. À côté, on a fait un autre petit chai, c'était l'écurie des chevaux de la propriété. Puisque cette propriété, c'est devenu, après la démolition de l'église et tout ça, c'est devenu une propriété viticole. Ça s'appelait Bellevue, Château Bellevue. Et bon, nous, alors, on cherchait toujours l'étiquette, le nom à donner à l'étiquette. Et on était très amis avec l'ancien directeur du château Latour, mais il a dit, tu as un historique, il faut le conserver. Donc on a déposé le château Saint-Mambert, comme ça s'appelait, à l'époque le village était ici. Tu n'étais jamais à court de projets, on sent que tu as une curiosité de t'investir dans plein de choses différentes et finalement tu t'es loin d'avoir fait que des vaches dans ton parcours. Non, c'est grâce aux vaches qu'on a eu tout ça, la vigne et tout ça, parce qu'on a acheté ce bâtiment pour mettre les vaches et c'est grâce aux vaches si on a pu acheter ça, parce que acheter une ruine sans avoir un sou pour la rénover, sans argent, on va pas loin. Alors après, bon, on était jeunes, on était ambitieux et moi, bon, quand on en veut, on y arrive. Hein. On met longtemps, mais on y arrive. La preuve, on est arrivé, on a un joli petit endroit. Je confirme, c'est magnifique. Qui aujourd'hui a un petit peu de valeur, à mon avis, et que beaucoup de gens voudraient avoir. Mais bon, ça c'est pas venu tout seul. C'est un coup de chance d'avoir acheté ici, voilà, tout simplement. Tu le disais, tu es très ami avec le responsable du château Latour, le propriétaire. Quelle relation tu noues avec ces châteaux ? Je crois que tu travailles un peu avec eux. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais ? Alors moi, on a des surfaces à nous, comme je disais tout à l'heure. Et là, après, j'ai des propriétés qui appartiennent, si vous voulez, à l'origine, tous les châteaux ici autour. Nous, on est sur l'appellation d'origine contrôlée l'appellation communale de Pauillac, où il y a des grands domaines, bien sûr. Il y a 3 premiers grands crus classés sur 5 commandes. Donc après, tous ces gens avaient des animaux à une époque. Petit à petit, ils ont abandonné l'élevage et moi, j'ai récupéré une partie de leurs terres de ces châteaux. Ça veut dire qu'il y a des châteaux, je paye une location, soit en fumier, soit en argent, et il y a d'autres châteaux qui me donnent à nettoyer les terres. Ça leur permet d'avoir les propriétés propres, ils n'ont pas de dépenses à entretenir tout ça. Donc après, j'ai beaucoup de relations avec quelques propriétaires de châteaux, entre autres le baron Éric de Rothschild, qui est très sympa et très agréable. Tu t'invites régulièrement à manger ? J'ai la chance d'aller au château une fois par an, et moi je l'invite dans ma petite demeure une fois par an aussi. Alors voilà, mais c'est des gens très intéressants. Après, je connais très bien Jean-Michel Caz aussi, le propriétaire de l'élevage. C'est des gens qui se mettent à la portée de tout le monde, c'est des gens intelligents. Voilà, c'est des relations très, très intéressantes. C'est quand même quelque chose, non, pour toi T'as quand même fui l'Espagne de Franco, et aujourd'hui t'es invité à manger chez le baron de Rothschild. Enfin, c'est pas rien quand même, non ? Oui, bien sûr, pour moi... Parti de mon petit village avec un sac en plastique et arrivé en Normandie chez des cousins, moi je suis parti, on m'a mis dans un train à la frontière du Portugal avec un monsieur que je connaissais pas. Je suis arrivé en Normandie chez des cousins et voilà, mes parents m'ont dit, moi on était que deux de famille, mes parents ont dit tu vas là-bas, tu apprends le français, tu reviens. Voilà, c'est comme ça que je suis venu parce que je voulais pas quitter mon village. Moi j'étais le petit de la maison, j'avais 12 ans et demi. Voilà, j'ai passé mon certificat à 11 ans et puis le curé m'a fait les papiers pour venir. Et donc, il m'avait réservé déjà un collège à Salamanque pour revenir. Et je ne suis pas revenu. Parce qu'à 12 ans et demi, je me suis rendu compte que c'était un peu la misère. Dans les villages, c'était la misère. C'était pas l'Espagne d'aujourd'hui qui est rentrée dans l'Europe avec des subventions et tout ce qui s'ensuit. Si je reviens un peu sur ton travail avec les châteaux, donc eux, ils te louent ou ils te prêtent les terrains pour que eux, leur côté, ça leur permet d'entretenir à frais zéro. Et toi, tu fais le foin pour tes vaches, c'est ça ? Voilà, oui. Alors, ils ont en général, ils ont
ils ont beaucoup de surface, ils ont 20, 30, il y en a même qui ont 40, 50 hectares si vous voulez. Après, n'ayant pas d'animaux, toutes ces prairies, il faut passer ce qu'on appelle le girobroyeur. C'est des heures et des heures et des heures d'un tracteur, d'un ouvrier, et ainsi de suite. Donc moi, en entretenant ces prairies, et c'est beaucoup plus joli une prairie fauchée que l'herbe repousse derrière, qu'une prairie broyée, et puis c'est un gagne de temps pour tout le monde. Moi, ça me va très bien, et eux aussi. Il faut pas travailler n'importe comment, il y a un cadre à respecter, si vous voulez, comme vous avez l'estuaire de la Gironde et les prairies, puis derrière vous avez la croupe de vigne et le château, il faut faire du beau boulot en face. Quand vous avez un bateau qui passe sur l'estuaire et un troupeau de vaches, et quand il y a des invités sur les châteaux, ça fait partie du Médoc, ça. Oui, bien sûr. Et justement, j'imagine qu'aussi tu as une réputation à tenir, puisque tous les propriétaires de châteaux doivent se connaître. Depuis les années, oui, j'en connais beaucoup. Et si vous voulez, il faut une certaine crédibilité, si vous voulez. Moi, j'ai commencé à louer les prairies au Château Latour. Après, je me suis agrandi un petit peu. Et puis, les gens où j'allais pour demander les prairies, ils appelaient le responsable du Château Latour en demandant qui j'étais, qu'est-ce que je faisais et comment je me comportais. À partir de là, je pense qu'il donnait des bons renseignements sur moi, et puis c'est comme ça que j'ai réussi à avoir les autres propriétés. C'est pas pour me vanter, mais j'essaye de faire du beau travail, et quand la période des foins arrive, on essaye de faire nettoyer, de faire les prairies qui se trouvent devant les châteaux où il y a un cadre à respecter, et puis après on s'en va en faire ailleurs. Nous, aujourd'hui, on exploite 300 hectares de prairies. Donc on en fauche beaucoup, et ça fait du travail, mais c'est une région magnifique, c'est des prairies très riches, et voilà. Et économiquement, toi, c'est intéressant parce que du coup, tout ce qui est fourrage, paillage, etc., t'achètes rien. Tout vient des prairies environnantes que t'exploites. Ah oui, nous, toute l'alimentation pour nos bêtes, on se fait tout. Il y a l'investissement matériel, comme tout le monde le sait. Nous, on est autonome, si vous voulez. On n'est pas en cumin ni rien parce qu'on est trop loin. On est un peu isolé. On a des terres sur 4 communes. Donc, nous, on est, pour ainsi dire, tout seul. Donc, on est autonome au niveau matériel. Il faut qu'on ait notre matériel à nous. Et les foins, c'est aujourd'hui qu'on les fait. C'est pas demain, c'est pas quand il pleut, c'est pas au mois d'août, c'est pas au mois de septembre. Donc, on est obligé d'investir dans du matériel. On sait bien, il y a un coût, mais on est obligé de le faire. On peut pas faire autrement. Quand tu dis nous, c'est qui? Qui c'est qui travaille avec toi? Donc, aujourd'hui, nous, on a un ouvrier depuis 20 ans chez nous. Il y a mon épouse qui gère tout ce qui est informatique, déclaration des votes, tout ça. Moi, je m'occupe de l'extérieur. On a un ouvrier, puis aujourd'hui, on a notre petite fille qui est avec nous aussi. Elle fait quelques études à côté, mais elle travaille avec nous. Voilà, et ça me fait plaisir. Alors, on verra ce qu'elle va faire plus tard. Ouais. T'aimerais qu'elle reprenne l'exploitation? Je sais pas, mais tu sais, les gens, faut pas les forcer, il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Le jour qu'elle m'a dit qu'elle voulait venir travailler avec nous en attendant de faire ses cours qu'elle veut faire et tout, j'étais un peu étonné parce que Pauline a toujours fait des études, elle n'a jamais travaillé dans l'élevage. Puis là, je vois qu'elle fait la tournée des bêtes, elle gère, elle surveille les animaux, tout ça. Puis là, elle est en train de travailler avec l'ouvrier. On l'a vu seule sur le tracteur en train de manier ça d'une main de maître, là. Voilà, et là, elle a commencé à endainer un engin qui fait 10 mètres de large. Elle se débrouille, c'est bien. Et puis elle se prend en main, elle le prend à cœur. C'est un peu pour elle qu'on travaille aussi. Hein. Ça sera. Moi, j'ai qu'une fille unique et une petite fille, donc ils n'ont pas à lutter pour partager. Ils sont toutes les deux. Alors donc ça doit l'encourager. Je sais pas ce qu'elle va faire. Après, moi, je la forcerai pas. Hein. C'est pas. Moi, c'était ma passion, c'était mon rêve d'enfant. J'ai réussi, tant mieux, avec des difficultés. Voilà, mais je pense qu'on a réussi en travaillant beaucoup, comme tout le monde, parce que pour arriver à faire quelque chose, si on ne travaille pas. Si personne ne vous donne rien, ça ne vous tombe pas du ciel. Hein. Il faut travailler. Comme partout, comme dans tous les métiers. Et tu as toujours beaucoup de liens avec l'Espagne. Je crois que tu vends tes vaches, on en a parlé. Tu as aussi quelques oliviers là-bas parce que tu es presque un entrepreneur qui investit maintenant à droite à gauche, partout où ça te semble intéressant. C'était important pour toi de garder ce lien-là avec ton pays natal? On dit toujours, on revient à ses racines, et c'est vrai. Moi, l'Espagne m'a toujours attiré. Je suis parti, j'ai voulu rester ici, mais dès que je peux y aller, j'y vais. Pendant des années, j'ai pas pu revenir parce que économiquement et en temps, je l'avais pas. J'avais pas ni l'un ni l'autre. Quand on s'installe, il nous faut beaucoup d'argent et en temps, j'avais pas le temps puisque je travaillais à l'extérieur plus mon exploitation. Donc, j'avais pas le temps d'aller en Espagne. Quand j'ai pu y aller, revenir, c'était un rêve pour moi et je reviens lorsque je peux retourner, pardon.
Et c'est extraordinaire. Puis bon, je fais du commerce avec l'Espagne. Bien sûr, je parle, comme je disais tout à l'heure, je parle espagnol couramment et ça c'est avantageux. Quand je ne pouvais pas venir, j'étais malheureux. J'étais malheureux de ne pas pouvoir retourner. Et là, je retourne, je me suis fait plein d'amis par le biais de l'élevage, par le biais de connaissances les uns aux autres. Par le biais du commerce, j'ai vendu des bêtes, ils m'ont connu, ils sont venus. Et j'ai beaucoup d'amis espagnols, lorsqu'ils ont besoin d'animaux, ils viennent me voir et je monte avec eux pour qu'ils achètent des bêtes. Et ils montent, je monte avec eux, ils achètent des animaux, ils repartent avec des animaux. Et c'est comme ça que je me suis fait beaucoup d'amis. Et j'ai beaucoup d'amis en Espagne. Je connais des fois plus de gens en habitant ici que des Espagnols qui habitent en Espagne. C'est moi qui leur fais la présentation. Alors c'est pour vous dire que j'arrive à avoir des relations. Et sur les olives, là, en Espagne, tu peux nous raconter ce que tu fais et comment tu le fais? Comment tu gères depuis ici pour ton exploitation d'oliviers? Alors, ça, c'était toute une histoire. J'ai connu une dame ici qui venait travailler dans les vignobles ici. Et un jour, elle me dit, il faudrait que tu viennes voir mon village, c'est le plus beau d'Espagne. Bon, j'ai dit, le mien aussi, il est beau. Mais là, c'est un village entre deux montagnes, c'est dans la province de Cáceres, à la frontière entre la province de Salamanque et Cáceres. Donc, je suis allé dans le village de cette dame, que j'ai connu ici dans le Médoc, des saisonniers qui venaient ici. Et en effet, on arrive en haut de la montagne, c'est aride comme tout est sec. On descend en bas, c'est un oasis. Et l'eau qui coule partout dans le village, un village de montagne et tout, magnifique, c'est vrai. Je ne lui ai pas dit au début, mais je lui ai dit après qu'il était magnifique. Donc, j'ai vu tous ces champs d'oliviers. Et cette dame, elle a une maison en flanc de colline, et depuis sa cuisine, on voit des champs d'oliviers à perte de vue. Et je me suis dit, pourquoi tu n'achèterais pas quelques oliviers pour faire ton huile? Et je me suis posé la question, j'ai dit, quand je vais dire ça à mon épouse, elle va dire que je suis fou. Comme à chaque fois que je voulais acheter quelque chose. Elle dit toujours que je suis fou. Bon, donc je suis arrivé à la maison, je suis revenu en France, et je l'ai annoncé. Et pour une fois, elle m'a dit, c'est une très bonne idée. Vous voyez? Donc j'étais très content. Donc j'ai dit à cette dame d'essayer de me trouver une plantation d'oliviers. Oh, il y en a 600, c'est pas énorme, mais ça donne on fait de la très bonne huile. Et donc ces gens m'ont cherché une plantation d'oliviers. Et en plus, il y a une petite vigne dessus, ils font du blanc, ils le font pour eux, je leur laisse. Et à partir de là, j'ai acheté cette plantation, mais il a fallu dire à cette dame qui partait en ville parce que son fils faisait des études, et la vérité de son père, dire que j'étais un parent à eux. Parce que dans ces villages, si vous arrivez en disant comme vous êtes un étranger, même si je suis espagnol, ils ne vous le vendent pas. Ils ont dit que j'étais un parent à eux, c'est comme ça qu'ils m'ont vendu, autrement ils ne me vendaient pas. D'accord. C'est comme ça que j'ai acheté la plantation d'oliviers, là. Et c'est un couple de jeunes, la fille et le gendre de cette dame, qui s'en occupent. Donc il les laboure 3 fois par an, il les taille, ils m'ont ramassé les olives, ils m'en font l'huile, voilà. Et je monte l'huile et on a la mise en bouteille, j'en donne plus que j'en vends. Oui, parce que du coup, tu vends l'huile sous ton nom, Domingo Reyes. J'ai déposé une marque, oui, j'ai déposé une marque, on a une étiquette et tout. C'est vraiment, c'est un petit truc, c'est passionnant parce que c'est un produit quand même de qualité, c'est ramassé à la main, c'est pas traité, on n'est pas déposé bio, mais on est bio et toute l'huile que je fais déguster à mes amis, ils m'en demandent encore. Mais après, ils prennent goût, il faut que je leur en donne. Et donc on a parlé des vaches, on a parlé de ta relation avec les châteaux et le fouet, on a parlé de l'huile d'olive, et je crois que tu as aussi été directeur technique d'un château pendant 9 ans. Tu peux nous raconter un peu cette vie-là? Ouais, alors moi je travaillais dans l'industrie, puis j'avais mon élevage, puis on avait de la vigne, je connaissais un peu la vigne, mon beau-père m'avait appris à tailler, travailler la vigne, tout ça. Et le propriétaire du château, c'est à lui que j'ai acheté les premières vaches. Il est venu me chercher, il me dit, il faudrait que tu viennes t'occuper du vignoble, de la propriété, du personnel, tout ça. J'ai dit, écoute, moi je veux bien, je connais la vigne, et je connais pas le vin, moi je n'ai jamais fait de vin. Il me dit, t'es débrouillard, tu vas y arriver. Bon, alors, me voilà parti, j'ai quitté la société, je travaillais à Bordeaux, où j'étais responsable d'une équipe, et je suis rentré dans le château, bon, je gérais l'équipe, ça ne me posait pas de problème, j'avais l'habitude, je me suis occupé des vignobles, et petit à petit, il m'a appris à faire du vin, il était ingénieur agronome, et il m'a appris à faire du vin, et après, c'était une propriété familiale, je suis arrivé, il y avait 25 hectares de vignes, j'en ai planté 25, je suis parti, j'ai laissé le château avec 50 hectares de vignes. Après, il m'a nommé directeur technique. J'ai fini directeur technique du domaine, sans aucun diplôme, sans rien. J'ai appris tout sur le terrain. Voilà. C'est quoi, parmi toutes tes activités, celle que tu as préférée ou que tu préfères? C'est l'élevage. L'élevage. Et faire le vin chez nous. Quand on a fait le vin chez nous, à partir de 93, on a fait
la parcelle de vigne qu'on a achetée en 80, on s'est lancé à faire le vin en 93, quand j'ai arrêté au château. Et bon, on avait un joli terroir. Je pense qu'on a fait du grand vin, très très bon vin. On l'a fait avec mon épouse, tous les deux. Tu peux nous raconter une dégustation à l'aveugle qui avait eu lieu où ton vin était sorti devant les grands crus classés presque? Dans les dégustations à l'aveugle, nous, on n'est pas classés, si vous voulez. On a fait des dégustations à l'aveugle. C'est pas moi, c'est le sommelier de Corday-en-Bage qui avait fait une dégustation à l'aveugle. Et puis après, bon, quand on sort le papier cadeau dans la bouteille, quand vous passez devant un second cru classé, ça vous fait plaisir quand même. Ouais. La propriétaire étant là, je dis pas le nom, mais elle a dit oui, mais monsieur et madame Reyes, ils ont une petite production, ils la bichonnent. Alors le sommelier lui a répondu, t'es plus riche qu'eux, en attendant ils t'ont passé devant. Et ouais. Voilà. Après nous on vinifie, si vous voulez, on a fait une vinification tout à fait à part les autres, si vous voulez, parce que nous on a vinifié notre vin, les 3 cépages ensemble, en vinification alcoolique, comme il faisait dans le temps, avant de faire le parcellaire. Si vous voulez, on ramassait tous les raisins ensemble, ils vinifiaient tout ensemble, les merlots, les cabernet sauvignon, les cabernet franc. Donc nous, ayant un petit volume, sans le faire exprès, on a tout mis dans la même cuve et on a sorti un truc extraordinaire parce que les arômes, les tanins du vin se sont faits sans le faire exprès. Parce que moi, j'ai reçu des grands œnologues américains, ils me disaient « Monsieur Reyes, donnez-nous votre secret ». J'ai dit « Mon secret, je le cherche encore ». J'ai dit « Nous, on ramasse du raisin mûr, on le met dans la cuve, on essaye de le vinifier comme j'ai appris ». Mais j'ai dit, j'ai pas de secret. On s'est rendu compte que le secret était dans la vinification. L'assemblage des 3 cépages en vinification alcoolique. Au lieu d'assembler les vins après, nous, on assemblait le raisin. D'accord. Et je faisais qu'un apport de presse après. D'accord. Je faisais une dégustation. S'il fallait mettre 10% de presse, je mettais 10%. S'il fallait mettre 20%. Mais mon assemblage était fait naturellement. Vinification alcoolique. Et ça donne des arômes et des tanins extraordinaires. Extraordinaires. Et alors pourquoi pas avoir continué de faire ton vin? Parce que il y avait des droits de succession pour donner à notre fille qui étaient exorbitants et l'opportunité s'est présentée de vendre la parcelle de vigne et la terre qu'on avait derrière. Voilà, et on a pris le train en route, c'était une opportunité. Sûr. Et là, ma fille va planter de la vigne. On a acheté un bout de terre à Pauillac et on va planter du blanc. D'accord. Elle va planter du blanc. On a toujours les installations, on a toujours l'étiquette, on a toujours la marque, on a vendu la parcelle de vigne, il y a 1 hectare de terre derrière, on avait des bâtiments où il y avait les vaches dessus. Et bon, on est à Pauillac quand même, on est à côté d'un premier grand cru classé, donc ça a une certaine valeur, si vous voulez. C'est un riche entrepreneur belge qui t'a pris... voilà, c'est un entrepreneur, mon voisin qui est un entrepreneur, qui a des laboratoires, tout ça, qui nous a acheté, il a voulu faire de la vigne autour. Et nous, on l'a vendu pour les droits de succession et parce qu'il fallait le faire. Il fallait le faire. Ça avait une valeur et voilà. C'est pas. Mais moi, demain, si j'achète 3 rondes de vigne, je repars avec le château Saint-Mambert. J'ai la marque, j'ai le chai. Donc c'est pour ça que notre fille va planter 80 arts ou 90 arts de blanc. Et puis on a le chai, on a tout. Elle fera son blanc, voilà. C'est pas. Non, mais j'ai pas de regret d'avoir vendu. Au contraire. C'était le moment, vous savez, dans le vin, c'est cyclique. Hein. Aujourd'hui, on est en haut, demain, on est en bas. Et après, il fallait le faire à ce moment-là. Et j'ai pas de regret. Ça a été très bien. Pour nous, ça a été super. Ouais. Et puis surtout que maintenant, je crois que le vin traverse une période compliquée et que la région va un peu en pâtir. Comment tu vois l'avenir du Médoc avec toutes ces propriétés qui ont tout racheté autour tu racontais que avant l'interview que les grands châteaux achetaient les maisons, les détruisaient pour planter de la vigne. Donc au final, là, c'est de la vigne à perte de vue. Comment tu vois l'avenir de la région ? Moi, c'est triste à dire. Il y a des gens qui vont être malheureux parce que dans les Médocs, dans les Hauts-Médocs, il y a des gens qui vont souffrir économiquement parce que les gens qui vivent que de la vigne, qui vendent pas le vin, c'est catastrophique. Après, dans les grandes appellations comme nous, les grands châteaux, tout ça, c'est différent. Ceux-là, je pense pas que ça va leur poser des problèmes. Même s'ils vendent plus lentement et moindre, s'il faut qu'ils baissent les prix, bon, je pense que les grandes appellations comme les Pauillac, Saint-Julien, Saint-Estèphe, tout ça, Margaux, je pense que là, il y aura moins de problèmes. Mais j'ai mon épouse qui était conseillère municipale avec M. Caz père, grand-père, et M. Caz, Jean-André Caz, a connu le Médoc 4 fois en faillite. Ouais. C'est pour vous dire qu'il ne faudrait pas que ça revienne. C'est assez triste parce que nous, c'est ce qui fait tourner la région. Les grands vignobles, tout, ça fait travailler un monde de fou, là. Hein. Ouais. Pendant la saison, on continue. Vous avez les châteaux, c'est des petites usines. Il y a des châteaux qui ont 50, 60, 80 ouvriers. Hein. Et il y a un paquet. Je crois que dans le Médoc, il y a entre 600 et 700 domaines. Hein.
petits et grands. Et donc, nous à Pauillac, il y a les grands domaines, c'est des petites usines. Donc, il ne faudrait pas que ça s'arrête un jour. C'est une catastrophe. Ouais. Mais tu le disais, c'est quand même soutenu par des grands groupes. Tu nous faisais faire le tour ce matin. L'un, c'est AXA, l'autre, c'est Crédit Agricole, l'autre, c'est presque Bouygues. C'est des grands groupes qui ont investi. Ça, quand même, ça permet de sécuriser. Et tu peux nous raconter comment, quand un grand groupe achète un château, comment ça se passe ? Mais de mes connaissances, à chaque fois qu'un groupe achète un château, ils arrivent, ils remettent tout à jour. Ils refont les chais, ils refont tout. Les gens, au début, je me rappelle, le premier qui est arrivé dans la région, c'est AXA Millésime, qui a acheté Pichon-Baron. Tout le monde, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Je vois qu'ils ont fait des travaux, ils ont fait travailler tout le monde autour. De 35 hectares de vignes qu'ils avaient, ils sont rendus à 80-90. Ils ont augmenté le personnel, ça fait travailler la région. Et quand ils arrivent, et en plus, tout est français. C'est que français, il n'y a pas d'étrangers sur les grandes appellations chez nous. Hein. Donc, moi, j'ai rien contre les étrangers, j'en fais partie, moi. Mais c'est important de protéger le patrimoine, quand même. Tu parlais de Japonais aussi, à un moment qui avaient acheté et le gouvernement français avait mis un stop. Je pense à une période où le Japon était économiquement, c'était le fleuron. C'était un fleuron, ils voulaient acheter tout le coin. Ils ont acheté que 2 domaines, la Grange qu'ils ont conservé et Citron ils l'ont vendu et c'est un Français qui l'a racheté. Il n'y a qu'un groupe japonais qui a des vignobles ici dans le coin là. Et à part, je connais personne d'autre. Après, il y a les Chinois qui se sont mis à acheter, mais ils sont pas dans les grandes appellations communales. Les Chinois, ils sont en dehors, ils sont dans l'entre-deux-mer, dans les Bordeaux supérieurs, dans le Médoc, mais ils sont pas dans les grandes appellations. Pourquoi, je sais pas. Il y a bien quelque chose qu'on ne saura pas et on ne nous le dit pas. Et pour revenir à ton cœur de métier, l'élevage, c'est pareil. Comment tu vois l'avenir de cette profession ? Parce que tu le dis, toi, tu as démarré de rien, tu as galéré, tu as tout construit avec le temps. Les banques ne voulaient pas te prêter. Aujourd'hui, un jeune éleveur qui veut s'installer, il faut des investissements énormes. Enfin, comment tu vois la suite ? C'est quand même compliqué, non ? Un jeune qui veut démarrer, s'il n'a pas les parents ou quelqu'un de la famille qui a commencé avant lui, s'il ne répond pas derrière quelqu'un, c'est même pas la peine, il peut pas, malheureusement il peut pas. C'est ça qui est triste parce que il faut un investissement tellement grand qu'on ne peut pas s'installer dans l'élevage. Il vous faut l'exploitation, le matériel et l'élevage, les animaux, on peut pas, il n'y a aucune banque qui vous suit. C'est ça qui est malheureux. Mais après, je connais dans le Limousin, je bouge beaucoup, je connais des jeunes qui reprennent derrière les parents, c'est pas facile comme métier. Puis on n'est pas tellement soutenu, faut pas rêver, on n'est pas tellement soutenu. Donc, on voudrait qu'on ait quand même un gouvernement et un ministre, des gens qui aident les jeunes à s'installer dans l'élevage, parce que les gens, je ne sais pas si pendant le confinement, les gens se sont rendus compte qu'ils avaient besoin quand même de nous, de si bien les agriculteurs que les éleveurs. On ne fait pas tout bien, c'est vrai, peut-être, mais ils ont besoin de nous, parce que l'agriculture... vous savez, pour faire des pâtes, il faut du blé, et donc il faut produire. Et si on ne produit pas, nous, les gens de la campagne, les gens de la ville ne mangent pas. Et si nous, les éleveurs, on n'exploite pas les propriétés, vous laissez une prairie non entretenue d'une année à l'autre, l'année après, c'est des champs de frêne et la terre est perdue. Donc ils ont besoin de nous. On a tous besoin les uns des autres. Et toi, d'un point de vue personnel, tu as d'autres projets pour la suite ? Tu te vois investir dans d'autres, dans d'autres cultures ? Tu vois comment ? Pour l'instant, je sais pas. J'ai pas d'idée. Et puis, il faut pas que j'ai trop d'idées parce que mon épouse, elle va me dire arrête. Elle me dit, à ton âge, qu'est-ce que tu veux faire ? Ça suffit. Non, moi, j'aurai toujours des projets. Moi, s'il y avait que moi, des projets, moyennant finance, bien sûr. Moi, je me lancerai dans des projets. Moi, je voulais toujours acheter quelque chose, même quand j'avais pas un sou. Donc, c'est comme ça que j'ai avancé, parce que s'il fallait que j'attende d'avoir un peu d'argent, j'aurais pas fait grand-chose. Voilà. Très bien. Et je vais passer aux questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui te rend vraiment fier d'être éleveur, toi ? Qu'est-ce qui te motive ? Qu'est-ce qui te rend fier d'être éleveur ? Mais ça me rend fier parce qu'au départ, c'était mon rêve d'enfant. Et quand tu as un rêve et que tu arrives au bout, c'est une passion. Tu as réussi ton rêve. J'ai réussi mon rêve avec des difficultés, mais je l'ai réussi aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un élevage, j'ai mes bêtes, j'ai ma maison, et je suis heureux. Voilà, tout simplement. Moi, je pense que j'ai réussi. Il ne faut pas être fanfaron.
j'ai réussi avec mon épouse en travaillant beaucoup et voilà. Et il faut se soutenir l'un à l'autre, même quand on est dans la galère. Et si on est soutenu, on avance mieux quand même. Moi, j'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours été battant, aussi bien dans mon travail que dans mon élevage. Je baisse pas les bras. Moi, s'il faut travailler 10-12 heures par jour dans l'élevage, il faut pas s'arrêter à 7 heures. Là, on ne s'arrête pas. Là, il faut y être. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais nous donner un truc qui pourrait nous permettre d'étaler notre science au prochain apéro entre amis? Alors, un truc, il y a des gens qui me posent la question sur les rosiers. Ah oui, qui sont au bout des vignes. Au bout des vignes. Alors, le rosier au bout des vignes, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Le rosier, c'était une plante test, si vous voulez, que les gens plantaient au bout de la vigne, parce que c'est une plante qui est beaucoup plus sensible à la maladie de la vigne. Lorsque les gens, ils n'avaient pas les techniques d'aujourd'hui, passaient devant, voyaient la maladie dans le rosier, disaient il faut sulfater la vigne, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est devenu une plante décorative au bout des vignes. Voilà. C'est ce que j'ai appris dans le Médoc. Voilà. Ok, effectivement, on les a vus en bout de vigne. Et ma dernière question, où c'est qu'on peut t'en contacter si on veut t'acheter une vache, acheter de l'huile d'olive, te poser une question? Alors, j'ai mon courrier, c'est domingo.reyes@wanadoo.fr. Voilà. Je ne sais pas si on a un site ou pas, il faut que je demande à ma fille. Et moi, je suis dépassé par tout ça. Bon, mais ça marche. Mais super, merci beaucoup Domingo de nous avoir accueillis. C'était vraiment très bien. Merci. Merci Louise, merci à vous, c'est gentil. À bientôt. Au revoir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.